Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, je m'appelle Vanessa Mendez. Je suis consultante indépendante en innovation sociale et digitale depuis 2017, après 20 années de salariat. Alors, j'interviens chez Epipine à deux titres. Tout d'abord en tant qu'associée et en tant également que conseil en stratégie et en accompagnement opérationnel. Alors, j'ai été motivée de rejoindre Epipine pour deux raisons. De rejoindre et de soutenir Epipine pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, Epipine a été créé pour et par des neuroatypiques. Ce qui veut dire que le sujet, il est maîtrisé. Il n'y a pas de risque de social washing ou on va dire, de dérive ou de risque effectivement d'effet de mode. Donc, pour moi, il y a une réelle authenticité avec une proposition de valeur qui est tout à fait originale et robuste. La deuxième raison, c'est que pour moi, Epipine, c'est un peu une entreprise militante, engagée. C'est un peu un agent du changement dans le sens où Epipine œuvre à transformer les mentalités, à faire bouger les lignes dans les entreprises, mais pas que, dans la société également, pour plus d'inclusion et plus de diversité. Alors moi-même, je ne suis pas neuroatypique, mais j'en fais pas un complexe. Je dirais que ma marque de fabrique, c'est plutôt, je dirais, ce qui a été durant mon enfance, en fait, le cadre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cadre? Eh bien, j'ai été très formatée depuis ma plus tendre enfance par, je dirais, le moule familial, le moule éducatif. Euh, alors, ce qui certes m'a donné une structure mentale et identitaire, mais et qui m'a permis également de progresser socialement par rapport à mon milieu d'origine. Mais on va dire que ce marquage du cadre a eu aussi des conséquences psychologiques. Je me suis développée dans ce qu'on appelle le faux self. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le faux self. C'est une sorte de kit de survie affectif et relationnel face à un environnement hostile et contraignant. Ce qui veut dire qu'en fait, on va développer des comportements de suradaptation. On va être un peu dans le syndrome de la bonne élève, du bon soldat, qui essaie toujours d'être dans la perfection, qui a du mal à dire non et qui est en recherche permanente de validation extérieure. Bref, ça veut dire quand même que pendant de nombreuses années, j'ai été coupée un peu de ma personnalité, de ma créativité, de mes émotions aussi, de mes envies, de mes désirs. Et il m'a fallu pas moins de 20 ans de développement personnel pour réaliser un parcours d'individuation, pour me reconnecter à moi-même, pour me relier à moi-même, pour m'affirmer et aussi et surtout pour guérir d'un certain nombre de somatisations qui avaient été assez pénibles à vivre. Donc, je dirais que l'enseignement de ce parcours, pour moi, c'est que nous faisons de nos blessures narcissiques nos talents les plus singuliers. Donc ça, c'est mon apprentissage à moi. Alors, ma légitimité à prendre la parole aujourd'hui, elle s'appuie essentiellement sur mon expérience de praticienne. Hein. Je ne suis pas une sachante, donc je vais vous parler un petit peu de mon vécu professionnel. J'ai une formation de gestionnaire généraliste école de commerce. Et on va dire que mon parcours professionnel, il s'articule en deux temps, deux phases. J'ai commencé de manière tout à fait classique dans le, on va dire dans le secteur, enfin dans le domaine commercial et de la communication, dans le secteur des médias à l'international, puis dans le secteur de la finance, puisque j'ai travaillé pendant plus de 8 ans au sein d'une structure de promotion de la place financière de Paris. Donc, en fait, c'est l'organe de lobby de la place financière de Paris. Et j'ai donc mis en place des actions de plaidoyer pour promouvoir un segment de la finance qui était donc dédié à la finance durable, responsable et inclusive. Donc, toutes les thématiques autour de l'ISR, de l'impact investing, de la microfinance, de l'investissement solidaire pour ceux qui sont familiers avec ces sujets. Et puis à l'âge de 37 ans, j'ai une sorte une sorte d'éveil ou de crise de sens à titre personnel. Je me suis dit, Vanessa, tu passes entre 8 et 10 heures par jour au bureau. Tu ne vois pas forcément l'impact de tes actions je veux dire, concrètement dans la réalité, dans l'économie. Donc, j'ai décidé de quitter la finance dite d'en haut pour rejoindre le secteur de la microfinance. Donc, j'ai pris ma place au sein d'une ONG qui avait été créée par Jacques Attali en 1998, qui s'appelait Planète Finance et qui est devenue ensuite la Fondation Positive Planète. J'ai occupé plusieurs fonctions. Donc, il y a un nouveau chemin qui s'est ouvert à moi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Lorsque j'ai quitté le groupe en 2016, il y a eu vraiment cette grande parenthèse entre
ma vie de salariée et ma vie d'aujourd'hui, donc en tant qu'indépendante, puisque je suis partie, j'ai fait un long voyage, à la fois spirituel et physique, puisque je suis partie en 11 000 km de Paris aux Philippines pour travailler, pour réaliser une mission de solidarité internationale dans une ONG près de Manille. Donc, à mon retour, j'ai été évidemment très transformée, puisque j'étais sortie de ma zone de confort. Et quand je suis rentrée, donc je me suis mise à mon compte. Et pour moi, être travailleur indépendant, c'est aussi une forme, c'est un peu un prolongement de mon chemin thérapeutique, de mon chemin, on va dire, initiatique, puisque je considère que entreprendre, c'est avant tout s'entreprendre soi et donc aller puiser des ressources inexploitées, insoupçonnées. Et puis peut-être le dernier point, vous l'avez compris, je suis passionnée par les processus de transformation individuelle et collectif. Et j'ai souhaité me former au coaching en 2015. Alors, je n'aime pas le terme de coaching, qui pour moi est un peu un mot valise. Je préfère le terme d'accompagnement. Donc, j'accompagne des entrepreneurs au sens large, des dirigeants, des étudiants, parfois des porteurs de projets, des cadres en reconversion, qui souhaitent évaluer leur potentiel entrepreneurial. Voilà. Voilà pour ma petite présentation. Je te redonne la parole, Lilia. Merci. Super, merci beaucoup Vanessa. Alors, très complète, présentation très complète. Je vais faire plus court parce que je pense que la plupart d'entre vous quand même me connaissent. Donc, pour ma part, j'ai donc cofondé Epipine dont Vanessa a parlé, je crois, parce que j'ai dû m'absenter 2 minutes. J'ai cofondé Epipine il y a un peu plus de 3 ans, donc avec Hervé Ferraud qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est donc mon associé cofondateur. Et pour ma part, c'était suite à un diagnostic. Donc la suite est arrivée un peu tard, mais j'ai eu donc mon diagnostic de au potentiel autiste Asperger, anciennement même si on ne dit plus Asperger, et hypersensible. Donc il y a 6 ans, et puis je réfléchissais, et je me suis rendue. J'étais déjà en train de pratiquer. J'étais déjà à mon compte et je pratiquais le coaching. Et je me suis rendu compte qu'en fait pour moi tout ce qui avait du sens c'était de m'adresser aux personnes un petit peu comme moi, et un petit peu comme moi en fait c'était ni juste au potentiel, ni juste autiste, ni juste hypersensible, c'était vraiment un croisement de tout ça, et je pouvais pas choisir. Donc je me suis dit non, je ne vais pas choisir. Après j'ai pu discuter avec des personnes avec des troubles 10 qui m'ont dit ah bah en fait non, on fait face au même souci. J'ai pu discuter avec des personnes TDA, donc troubles du déficit de l'attention, et avec ou sans hyperactivité. Et en fait, il y a énormément de problématiques une fois on est arrivé dans l'emploi, qui sont communes également. Donc voilà, pour moi, ça avait du sens que Epipine s'adresse à toute cette population. Donc, sans plus tarder, en fait, donc je vais introduire le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Juste après l'annonce du confinement, en fait, on a fait une petite réunion interne Epipine et qui devait être sur plein de sujets différents qui étaient programmés depuis un petit moment. Et puis en fait, c'est devenu une réunion de crise, hein, forcément, puisque bon, le confinement venait d'être annoncé et puis on est tous on est tous dans la même situation, avec en plus moi qui suis à peu près 800 bornes de mon domicile. J'ai atterri là avant le confinement, j'ai dû rester, donc c'est très bien. Hein, je m'y plais beaucoup, mais bon, le travail n'est pas habituel pour moi. Et donc on a commencé à réfléchir en fait à la question de comment tout ce qui se passe en ce moment, en fait, tout ce tsunami qui est arrivé là, comment est-ce qu'il va changer le monde? Comment est-ce qu'il va changer toutes nos habitudes en fait? Comment est-ce qu'il va changer notre façon de penser, notre façon d'agir, nos façons de travailler, nos façons le sens qu'on donne aux choses. Et puis comme nous, on est une entreprise et que on s'adresse en fait principalement, enfin une bonne grande partie de nos clients sont les entreprises. On s'est dit que forcément ça va changer l'entreprise et ça va changer le sens qu'on donne à l'entreprise. Et également, bien évidemment, on s'adresse aux personnes neuroatypiques, donc qui ont déjà en temps normal ont vraiment besoin de sens, ne donnent pas le même sens à leur vie, au travail, aux interactions,
à la communication, au lien, on ne donne pas le même sens que les neurotypiques, que la majorité, on va dire, ou en tout cas pris dans leur ensemble, parce que j'ai vraiment foi en l'être humain et je pense que chaque individu est sensible, très sensible et capable et a besoin de sens et a besoin de beaucoup plus de choses que ceux dont il s'accommode habituellement. Et du coup, en ce sens-là, les neuroatypiques, c'est des éclaireurs, mais en fin de compte, ils éclairent les mêmes enjeux qui sont importants pour tout le monde. Et c'est un peu là-dessus qu'Epipine est fondée aussi. C'est très important pour nous. Et du coup, on s'est dit, OK, bah, peut-être que tout ce qui est en train d'arriver, ça va finalement apporter un souffle nouveau à la façon dont tout le monde voit le travail, et l'entreprise, le monde du travail, l'emploi, les processus de recrutement, les compétences, les talents, tout ça. Et puis finalement, comment est-ce que nous, en tant que petite start-up, on peut y contribuer? Donc, Vanessa a voulu et accepté de participer à ce webinaire parce qu'elle a, bah, comme vous avez pu entendre, elle a une grande expérience dans le domaine et c'est un sujet qui la passionne. Donc, je te laisse la parole, Vanessa, pour parler des points que tu m'as partagé, et puis je reprendrai. Et alors surtout, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions en live pendant qu'on parle. Soit on répondra directement, soit on laissera ça pour la deuxième partie. Mais on aime bien quand c'est le plus interactif possible. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Merci Lilia pour avoir posé le sujet. Alors, ce qui me semble peut-être utile de rappeler, et la manière dont moi j'ai vécu les choses, c'est la chose suivante, c'est que je pense que par nature, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, elle interpelle. Même si on n'a pas un niveau, je dirais, de conscience élevé, et qu'on s'interroge pas forcément tous les jours sur le pourquoi des choses, elle vient interpeller notre façon d'être, notre façon d'agir. En écho à cette crise, la crise des subprimes a été pour moi le premier signal d'alarme qui a révélé en fait les failles de notre système capitaliste, ses limites, ses faiblesses. En 2008, j'ai le souvenir que tout le monde disait il faut rompre avec le capitalisme financiarisé qui ne sert pas l'économie réelle, qui en fait s'auto-alimente, mais qui ne sert pas l'économie réelle et les activités productives et génératrices de revenus. Et en 2008, on commençait à dire toutes ces crises, quelque part, parce qu'en fait la crise des subprimes a donné naissance à la crise sociale, environnementale, etc., ont posé avec force la nécessité de transformer nos modes de développement, nos modes de création de valeur, la manière dont effectivement la société fonctionne et l'économie fonctionne. Et il y a une certitude qui s'est fait jour, et on s'est dit on ne consommera jamais plus comme avant, on ne produira jamais plus comme avant, quelque part on va rentrer dans une nouvelle ère. Et il me semble que le travail et l'entreprise n'échappent pas à ces mutations. Et aujourd'hui, en 2020, j'ai l'impression que la crise sanitaire violente que nous traversons vient en fait en écho à cette crise des subprimes, même si évidemment les modalités de la crise sont complètement différentes. Et pour moi, ce que vient poser la crise sanitaire est la question suivante. Quelle société voulons-nous demain? Quel travail, quelle entreprise pour bâtir la société demain? Donc ça, c'est pour moi la clé que nous donne l'univers, ou en tout cas que nous donne la réalité. Comment nous, êtres humains, allons-nous nous réformer à titre individuel pour changer le système? Alors, ce que l'on peut dire sur le travail, c'est que depuis à peu près 50 ans, grâce à la digitalisation et à l'assouplissement des organisations, on peut dire que globalement, les conditions de travail se sont améliorées. Pour autant, l'emploi n'est pas devenu plus sûr. On peut même dire qu'il est devenu plus précaire, et l'emploi n'est pas plus épanouissant si on en croit les statistiques de souffrance au travail, d'augmentation des risques psychosociaux. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes en fait dans l'histoire du travail. La révolution industrielle qui a quelque part décérébré beaucoup de cerveaux, comme dirait la philosophe Simone Weil. Et puis ensuite, il y a eu l'ère du taylorisme qui a tendu à
à mettre l'accent sur la rentabilité, la performance économique, donc un peu un effort de rationalisation du travail. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu lire et entendre, il me semble qu'il s'agit d'une opportunité historique pour que l'humain se réapproprie le travail, pour que l'humain, en fait, valorise aujourd'hui ses talents dans des contextes différents, pas seulement dans le contexte de l'entreprise, puisqu'on va le voir, l'entreprise est affectée par ces mutations et si elle ne change pas, si elle ne se transforme pas, elle risque d'être peut-être délaissée au profit d'une explosion du travail indépendant. Mais en tout cas, je pense que l'homme a besoin de travailler, hein, ça structure son identité, c'est un besoin physiologique. Produire est un besoin physiologique, comme le disent certains anthropologues, et qu'il est aujourd'hui, je dirais, essentiel de repenser le travail. Quelle est la valeur du travail? Alors, pour moi, enfin, je voulais faire plusieurs constats sur l'entreprise et Lilia, tu me diras si tu es d'accord par rapport à ce que tu as pu voir dans le cadre de tes missions. Tout d'abord, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'emplois au sein d'entreprises qui n'ont pas une véritable valeur ajoutée, une véritable utilité. C'est-à-dire qu'il y a des postes et des emplois qui sont futiles, voire inutiles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les organisations hiérarchiques ont généré des postes administratifs, voire parfois des postes managériaux qui ne créent pas de valeur. Et je fais référence au livre que vous avez peut-être lu de David Graeber, qui est un anthropologue et un économiste à la London School of Economics, qui a écrit un bouquin incroyable qui s'appelle Bullshit Jobs. Donc, en français, en bon français, les jobs à la con. Et donc, les jobs à la con, c'est en fait, c'est un ouvrage où il explique donc comment la société a produit des postes sans valeur ajoutée et comment la société a aussi délaissé, abandonné, peu considéré des postes clés orientés vers l'intérêt collectif, vers le bien commun, qui ont été complètement déconsidérés. Et là, je fais allusion aux enseignants, aux infirmières, au personnel soignant, aux jardiniers, aux musiciens, mais également aux chercheurs. Donc, en fait, ces gens-là sont sous-payés. Alors, peut-être qu'il y a une petite prise de conscience aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que grâce aux caissières, grâce aux personnes qui enlèvent les poubelles, grâce aux médecins, bien évidemment, aux infirmières, on peut continuer à vivre normalement. Mais la question qui se pose, c'est que penser d'une société qui a fait ces choix-là? Et donc, je pense qu'une fois encore, nous vivons une époque extraordinaire dans le sens où c'est l'opportunité de retrouver le goût du faire au sens propre et au sens noble du terme pour peut-être réévaluer notre échelle de valeur et peut-être essayer de mettre plus de sens et d'humain dans les activités et puis aussi peut-être réadopter une échelle de valeur dans la rémunération des différents postes. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui concerne on va dire la prédominance du reporting dans les entreprises, c'est-à-dire que c'est un peu la gouvernance par les chiffres. On a tous été un peu formés dans les écoles de commerce ou dans les universités au fameux tableur Excel où on doit effectivement rendre compte plutôt via des données quantifiées, donc voilà des datas sous forme de chiffres de nos actions, de nos activités, et on se rend compte que aujourd'hui cette façon de calculer ou en tout cas de restituer ce qui a été réalisé sont pas forcément les bons critères. Et donc, il serait important que les entreprises s'émancipent de ces indicateurs pour peut-être mettre en place, concevoir des indicateurs alternatifs qui prennent en compte ce qui compte vraiment. Donc, on a beaucoup parlé d'actifs immatériels, il y a également, il y a un débat sur la comptabilité du vivant, donc tout ce qui concerne la biodiversité, l'environnement, mais pas que. Donc je crois qu'il y a une réflexion de fond qui pose la question de qu'est-ce qui compte, hein, mais en anglais ça marche encore mieux. What matters et what counts. Donc qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a de l'importance et qu'est-ce qui doit être comptabilisé. Et puis il y a un troisième point qui me semble important aussi de souligner, c'est le changement des aspirations et des attentes des travailleurs. C'est-à-dire que on le voit depuis quelques années, notamment sous la pression des millennials, c'est-à-dire cette jeune génération qui ne veut plus faire comme papa-maman et qui aspire à d'autres valeurs,
qui sont moins placés dans le matérialisme, mais plus dans l'intériorité et dans l'être et moins dans l'avoir. Et donc, on se rend compte que il y a donc des jeunes et des moins jeunes, donc des cadres, des quadras qui souhaitent aussi faire évoluer leur vie autour de nouvelles valeurs. Donc, de nouvelles valeurs liées qui sont relatives en fait à l'échange avec l'autre, qui sont relatives aussi à plus d'émancipation, d'autonomie, de flexibilité, de reconnaissance. Et je pense que si les salariés changent de manière profonde et intrinsèque, l'entreprise qui voudra continuer à attirer et à retenir des talents devra changer en conséquence. Sinon, il va y avoir évidemment un décalage important entre les deux populations. Donc, je crois important de réfléchir autour de ces nouveaux paradigmes qui sont en train d'émerger, et aussi d'avoir en tête qu'aujourd'hui et demain encore davantage, que les parcours professionnels ne seront plus linéaires. C'est-à-dire que moi, la génération de mes parents, mon père a travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça semble très peu probable. C'est-à-dire qu'il va y avoir des parcours très chaotiques, voire accidentés, où on sera peut-être salarié pendant 2 ans en forme de format CDI. Après, on enchaînera 3 CDD ou 2, selon la réglementation. Et puis après, on se mettra à son compte. Et peut-être même que, à un moment donné, on se mettra entre parenthèses pour réfléchir de façon créative à sa vie, à son parcours professionnel grâce au revenu universel. C'est un débat qui revient avec la crise du coronavirus. Donc voilà, donc il y a tous ces paramètres qui me semblent importants d'avoir en tête pour réfléchir à comment réformer l'entreprise ou comment l'entreprise va se prendre en main pour effectivement organiser une nouvelle gouvernance, une nouvelle culture d'entreprise, mettre en place de nouveaux systèmes, de nouveaux process, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est généralisé quand même chez quelles que soient les générations, il y a cette volonté de savoir-faire, mais aussi surtout et aussi du savoir-être. Et d'ailleurs, on voit que les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills dans tout ce qui est ce qu'on appelle les qualités relationnelles, les qualités humaines, les habiletés sociales, prennent de plus en plus d'importance dans les processus de recrutement. Donc, ça veut dire qu'on souhaite que les managers d'aujourd'hui et de demain soient non seulement des têtes bien huilées, des cerveaux bien huilés, mais également possèdent cette capacité à comprendre l'autre, à être dans l'empathie et surtout à utiliser leur pouvoir de manière, on va dire, sage et bienveillante. C'est-à-dire que la mentalité petit chef va tomber au profit d'un manager ressource qui va aider ses collaborateurs à grandir et à révéler leurs talents. Voilà, je pense qu'il y a. Voilà, je te laisse rebondir parce que. Merci beaucoup Vanessa. Alors encore une fois, les personnes qui sont présentes, n'hésitez surtout pas à rebondir, commenter, poser des questions, etc. Moi, ce que j'avais envie de rajouter, parce que finalement, c'est quand même hyper complet, c'est vrai que tu as parlé donc des jobs à la con, comme tu dis, etc. Aujourd'hui, par exemple, on constate que il y a énormément de personnes qui ont même des jobs qui sont importants aux yeux de la société, mais qui sont complètement sous-payés. Il n'y a pas seulement les jobs qu'on considère. Excuse-moi si tu en as parlé, j'ai peut-être loupé une partie, mais j'ai une petite coupure à un moment donné. Mais en fait, voilà, il y a, comme tu disais, les jobs qui sont déjà considérés comme des sous-métiers, entre guillemets. C'est très péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu, voilà, c'est le mot qu'on entend. Tous ceux que tu as cités, qui sont sous-payés et qui, voilà. Et puis, il y a aussi tous nos métiers, par exemple, les infirmiers, les infirmières, les profs, sans lesquels, en fait, on a un peu de mal, quoi. Et surtout, les métiers du médical, on s'en rend bien compte. J'avais vu un tableau qui comparait le salaire des infirmières et des infirmiers dans certains pays proportionnellement au SMIC, en fait. Et il y a des pays où c'est 1,94, donc c'est quasiment 2 fois le SMIC. Et alors qu'en France, c'est 0, c'est 1, quelque chose. C'est pas en dessous du SMIC, bien sûr, mais c'est 1,09 ou c'était ridicule, quoi. Et quand on voit
que c'est aujourd'hui. Si eux, ils n'étaient pas là, bah, on serait tous morts, quoi, grosso modo. Donc, effectivement, je pense qu'on va reconsidérer largement ces métiers, clairement passion, parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui quelqu'un deviendrait infirmier en France s'il n'est pas passionné par ça. Les conditions, et tout le monde est au courant. Enfin bref, je vais pas trop me répondre là-dessus puisqu'on pourrait parler du personnel médical pendant 24 heures. Mais il y avait aussi cet aspect qui rejoint un peu ce qu'on avait, une partie de ce que tu as dit, Vanessa, et aussi ce qu'on disait dans un autre webinaire sur les caractéristiques du fonctionnement des neuroatypiques, et comment est-ce que elles vont ressortir un peu plus fortement aujourd'hui dans les entreprises, probablement, j'espère, dans les mois, années qui suivent, qui vont être pris un peu plus en compte, ou en tout cas plus entendus, comme par exemple le fait je redis ce que je disais au début, le fait de chercher du sens, de vouloir absolument donner du sens, parce que on voit bien aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles l'entreprise disait, par exemple, non, il faut le faire comme ci, comme ça, c'est des process bien rodés, etc. Non, ça, jamais, jamais en télétravail. En fait, si, aujourd'hui, on est obligé de faire un télétravail, et je pense qu'on se rend tous vraiment compte du fait qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites en télétravail. Donc, pourquoi ne pas l'autoriser en temps normal, hors crise? Pourquoi ne pas autoriser et laisser les gens trouver leur façon de fonctionner, en fait, leur façon de faire à partir du moment où le travail est bien fait? Donc, est-ce qu'on pourrait pas repenser, est-ce que l'entreprise ne devrait pas repenser sa façon de considérer la manière de travailler? C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un serait 10 000 fois plus efficace en télétravail qu'au bureau, étant donné, je pense par exemple à toutes les personnes hypersensibles, autistes, etc., qui perdent la moitié de leur énergie dans les transports le matin, l'autre moitié à la pause café avec les collègues, et puis du coup pour la journée, il reste plus grand-chose. Et finalement, si on était resté à la maison, on serait plus efficace. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas à 100%, mais au moins une partie du temps, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là que je pense que sur lesquelles on peut se permettre d'insister aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux dire. Il y a aussi certaines innovations, certaines idées très créatives, et je ne pense pas seulement à toutes les blagues qui circulent aujourd'hui sur Internet, puisque je trouve que la créativité des gens en termes d'humour est juste extraordinaire en ce moment. C'est une bouffée d'air frais qui vaut les joggings si on se tape une heure de fou rire en regardant les vidéos et les mimes et compagnie. Enfin bref. Mais aussi toutes ces initiatives d'innovation, de créativité sur certaines choses, la capacité de rebondir, de s'adapter à la situation, la capacité qu'on a eue et qu'on a en fait à profiter, à trouver des opportunités dans le confinement. Et puis aussi, ça m'est sorti de la tête. Ça va revenir. C'était un autre. Je parlais des attributs de neuroatypiques en fait, dont on peut faire profiter le monde finalement, et de certaines habitudes qu'on peut effectivement se permettre de vouloir changer. Et là, en ayant un appui par l'expérience. Du coup, qui peut peser, quoi, qui peut vraiment peser, et aussi, alors je ne sais pas encore comment, et là j'attends vraiment vos commentaires, vos suggestions avec joie. Moi personnellement, et je sais très bien que je suis pas la seule, c'est pour ça que je me permets d'évoquer ça. J'ai besoin d'un côté passion dans ce que je fais, et ma passion ne correspond pas en général à ce qui est comment est-ce que je peux dire ça? Il y a des personnes qui sont passionnées par des trucs très pragmatiques. Par exemple, Vanessa, ta façon de t'exprimer aujourd'hui, c'est très entendable par une entreprise qui a une façon de penser très pragmatique. Alors que moi, j'ai toujours l'impression d'être hors sujet. Soit hors sujet, soit avoir un langage trop candide, trop bisounours, trop... Et finalement, je me dis, est-ce que les gens comme moi n'auraient pas un peu plus leur chance?
en entreprise maintenant, même si notre discours ne rentre pas dans les cases, même en termes de vocabulaire, même en termes de construction de pensée ou de process. Est-ce que on n'aurait pas une oui, voilà, attends, avant que l'idée ne reparte, ce point qui me paraissait super important, ça ne concerne pas que les neuroatypiques, et heureusement, mais tous les élans de solidarité qui naissent maintenant. J'espère au plus profond de mon cœur que ça nous rappellera en fait que notre nature humaine est comme ça, qu'on a ça en fait, et que le chacun pour soi, le monde de la compétition, la guerre permanente, etc., que c'est pas une façon naturelle pour nous de fonctionner, qu'on fonctionne bien quand on s'entraide. Cette histoire de Decathlon en fait qui vend tous ces masques Easy Breath, c'est pas qu'ils vendent, en fait ils ont tout donné aux hôpitaux. Je trouve ça magnifique. C'est une grande enseigne, c'est pas quelqu'un dont on pourrait s'attendre à ça. C'est voilà, tous ces élans de solidarité. J'espère aussi que la façon dont ça va changer, même la vie en entreprise, bah ça permettra j'espère, de faire perdurer cette coopération, collaboration et envie de collaboration humaine plus en profondeur et plus sur la durée, quoi. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais en matière de quelque part la part un petit peu altruiste de l'entreprise, il me semble que des réflexions et des travaux ont été menés sur ce sujet depuis au moins 30 ans, puisque le concept d'entreprise citoyenne avait émergé déjà dans les années 90, ce qui signifiait que l'entreprise était consciente du fait qu'elle prélevait des choses sur son territoire et qu'elle devait redonner. Donc elle n'était pas en fait en vase clos, elle fonctionnait pas en vase clos, mais elle était dans une relation, on va dire, très interdépendante avec l'ensemble de son écosystème de parties prenantes. Et pour moi, les parties prenantes de l'entreprise, c'est une notion qui est vraiment clé, puisque on sort du schéma, on va dire, très libéral qu'avait proposé Milton Friedman, qui considérait que l'entreprise avait un seul objectif, c'était celui d'agir au nom de ses actionnaires et de servir notamment des dividendes. Aujourd'hui, on est plutôt dans une entreprise beaucoup plus ouverte sur on va dire sur son environnement, qui interagit avec ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, ses partenaires. Donc, on est vraiment dans une optique d'entreprise à mission qui va devoir quelque part passer d'un système, on va dire, autotélique à un système beaucoup plus ouvert pour créer de la valeur partagée. Donc ça c'est très important. Et tu parlais d'aménagement. Comment les entreprises, pour certaines, font des aménagements, des adaptations pour des personnes qui sont, on va dire, moins dans les cases, on va dire, voilà, pour des personnes qui ont des besoins, et pas forcément pour des neuroatypiques, hein, ça peut être pour des personnes typiques, mais qui ont des handicaps visibles ou invisibles, mais en tout cas pour essayer que chacun considère le collectif qu'est l'entreprise comme un lieu d'épanouissement. En tout cas, même si ça a l'air d'être une vision idéalisée, je pense qu'on peut au moins tendre vers. Et dans ce domaine-là, on a vu émerger tout un tas de concepts autour de l'entreprise humaniste, l'entreprise altruiste, l'entreprise libérée, l'entreprise opale, etc. Et alors, même si pour l'entreprise libérée, le concept a été très marketé, bon, il y a eu quand même très médiatisé. Je pense que la volonté en fait d'aplatir les structures, donc en fait de faire tomber les structures verticales et d'être plus dans l'horizontalité, c'est un peu le sens de l'histoire, sachant que cette volonté-là, elle ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on a vu de nombreuses entreprises en fait mettre en place trop de process, rationaliser à outrance. Donc il y a eu, je dirais, par effet d'opposition, la volonté de supprimer des strates de contrôle pour être davantage, on va dire, dans le côté organique. En même temps, il ne faut pas faire de prosélytisme ni de démagogie. En mon sens, on ne peut pas appliquer le modèle d'entreprise libérée
à des PME comme à des grands groupes parce que les contraintes et les exigences en matière réglementaire ou en matière de conformité ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas non plus essayer d'imposer un modèle one size fits all parce que c'est faux, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est à chaque entreprise d'essayer de comprendre quel est son ADN. On réfléchit beaucoup sur l'ADN lorsqu'on essaie de définir les valeurs de l'entreprise avec les COMEX. Comment on peut effectivement essayer de définir la raison d'être de l'entreprise, son essence, pour peut-être le formaliser et le transcrire dans les statuts. C'est ce que propose donc le modèle d'entreprise à mission qui a émergé dans le cadre de la loi Pacte qui a été donc promulguée l'année dernière. Voilà, donc c'est ce changement aussi des mentalités et des pratiques managériales où on va passer je caricature volontiers, du manager petit chef chez Fayon ce qu'on appelle au manager leader-serviteur, c'est-à-dire celui qui va être au service d'eux, comme son nom l'indique, et qui va plutôt jouer un rôle de ressource pour l'ensemble de ses équipes et de ses collaborateurs dans une vision d'intelligence collective qui va mettre beaucoup de collaboratifs et qui va être aussi qui va faire jouer les axes bottom up et top down. Voilà. Donc je crois que il y a quand même dans les pratiques managériales beaucoup d'innovation et que le curseur, enfin les lignes sont en train de bouger. Alors, ce que tu viens de dire, en fait, ça répond aussi à certains commentaires là, parce que j'en ai marqué quelques-uns en question. Séverine qui dit, coucou Séverine, peut-être faut-il considérer son travail comme une mission, quel que soit le type de contrat qui nous lie à l'entreprise, ce qui permet une plus grande agilité dans notre carrière. Alors moi j'ai un truc qui me, je suis d'accord et ça correspond aussi à un peu ce que tu as dit Vanessa, notamment, enfin en tout cas ça m'y fait penser, notamment quand tu parlais des entreprises qui ont voulu établir trop de process et si par exemple on est externe, si on est freelance ou indépendant et qu'on rentre dans l'entreprise, on n'a pas du tout les mêmes conditions de travail qu'en interne. Et si on est stagiaire, on n'a pas du tout les mêmes conditions de travail non plus. Si on est il y a tellement de statuts différents. Finalement, c'était inventé pour avoir plus de souplesse, mais je ne suis pas sûre que ça nous en donne et que ça nous en laisse suffisamment. Et depuis longtemps et vraiment largement avant cette crise, moi, ce que je pressens, et je suis très loin d'être la seule, et heureusement, c'est en fait un modèle de travail où chacun va être leader pendant au moins un temps sur son projet et ensuite il va être en support pour les autres qui seront leaders à leur tour sur leur projet, etc. Ça me fait penser à ce que tu dis, Séverine, par rapport à la mission, où effectivement, quand j'arrive avec une mission à l'entreprise et non pas un contrat lambda, lambda, je veux dire CDI, CDD, en gros employeur-employé, quoi. Déjà, je me sens, et ça c'est ma mentalité, mais c'est pas que la mienne, heureusement, mais je sais que d'autres ne fonctionnent pas comme ça forcément. J'arrive en tant qu'indépendante, en tant que prestataire, je sais que je reste ma propre boss. Mon client n'est pas mon patron. J'ai une liberté d'action et d'expression qui est différente. Je reste leader sur mon entreprise. Lui, il reste leader sur son projet. Donc, il n'y a pas de oui, mais je t'ai dit de faire comme ci, comme ça, etc. Il n'y a pas vraiment de lien de subordination. Il y a un lien vraiment qui est différent. Qui peut être également, bien sûr, ascendant-descendant, dans le sens où on dit c'est le client qui est roi, etc. Mais quand même, c'est pas du tout la même dimension psychologique pour moi, et je probablement que cette crise aussi va nous amener un petit peu plus à ça, puisque finalement aujourd'hui, en tout cas dans mon entourage, mes amis qui sont indépendants à leur compte, freelance, etc., sont ceux qui bossent le plus. C'est assez rigolo. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors il y a Nada aussi qui parle de la posture du manager coach qui accompagne et développe. Bah oui, je pense que c'est assez en ligne avec ce que tu disais il y a quelques minutes, Vanessa. La posture du manager coach, moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 8 ans maintenant, quand j'ai entamé ma première formation de coach, et en fait, ils parlaient d'une partie de leur école qui était consacrée à la formation des managers, à la posture
pour qu'ils aient une posture de coach. Je trouvais ça merveilleux. La première fois que j'en entendais parler. Et ça se développe de plus en plus. C'est top. Et effectivement, j'espère que ça ira dans le sens que tu dis. Séverine qui dit, mais aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ou managers ne sont pas formés ou éduqués à l'entreprise à mission. Oui, je pense que ça fait, enfin, peut-être que Vanessa, t'auras une meilleure réponse que moi, mais bon, c'est peut-être le sens de l'histoire, comme on dit, pour justement s'éduquer à ça. Tout comme, j'en reviens à la mission d'e-Pépine, éduquer les entreprises au fait que il y a des gens qui ont des fonctionnements différents et que, au fait, éduquer les dirigeants, les managers, les entrepreneurs, les salariés, tout le monde, en fait, au fait qu'il y ait des façons de travailler qui peuvent être complètement différentes par rapport à toutes nos habitudes et que, enfin, moi, j'adore l'idée, je suis passionnée par l'idée du changement de paradigme. Enfin, ça me transcende, en fait. Et le fait de se rendre compte, en fait, qu'une habitude qu'on a n'est pas le bout du monde, c'est une ouverture. Je pense que là, il y a plein de neurones qui se connectent d'un coup, voire d'autres qui sont en train de se créer. Et parce que littéralement, on sort d'un train de pensée pour en créer un nouveau. Et j'espère, en tout cas, que cette crise permettra ça. Peut-être juste pour compléter ce que tu viens de dire, Lilia, je pense que le manager d'entreprise demain aura changé parce qu'il aura été aussi formé différemment. C'est-à-dire que les écoles de commerce, les écoles qui proposent des formations, cycle, les MBA, etc., portent aussi une responsabilité dans la formation des futurs leaders de demain. Et je pense qu'il faut former des leaders éco-citoyens qui ont des compétences hard skills, donc des compétences techniques, des compétences métiers, mais qui ont également aussi un savoir-être pour effectivement interagir et mieux appréhender ce qui vient. Donc, je pars du principe que voilà, tous les acteurs de la formation ont un rôle à jouer dans ce domaine. Alors, il y a Élise qui dit, et pourquoi s'inspirer? Alors, je suppose qu'il y a un pas qui manque, et pourquoi pas s'inspirer des coopératives qui fonctionnent déjà en gouvernance partagée. Alors, oui, encore une fois, je connais très peu ce domaine-là. Mes seules expériences avec les coopératives n'ont pas été super positives sur mon impression de leur fonctionnement. En fait, parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'ils avaient, du coup, pour pallier à la gouvernance partagée, créé d'autres process et il y en avait trop. En tout cas, peut-être c'est juste dans celles que j'ai rencontrées. Hein, je veux pas généraliser. Il y a une phrase qui me revient. Dite par mon coach, il disait, alors je sais pas si c'est de lui ou pas, mais en tout cas, il parle de cette notion de niveau de conscience que tu as évoqué tout à l'heure, Vanessa. Et en fait, l'idée, c'est que moins il y a de conscience, plus il y a besoin de règles. Et plus il y a de conscience, moins il y a besoin de règles et de process. Et j'adore cette idée parce que finalement, je trouve que ça se vérifie dans énormément d'initiatives, alors pas uniquement ou pas nécessairement les coop, mais je pense à des éco-villages ou des communautés en fait qui n'ont rien d'entrepreneurial, mais qui, enfin officiellement parlant, je veux dire, mais qui cohabitent super bien parce que ils ont fondé leur communauté sur un niveau de conscience qui est suffisamment élevé pour pouvoir faire en sorte que chacun fonctionne en étant libre, en se sentant libre et en étant libre lui-même et avec le total respect, en tout cas un grand respect de la liberté de l'autre. Et du coup, je rebondis aussi sur le commentaire que Séverine vient d'écrire, mais cette liberté nous appartient. Alors, elle parle du CDI, que ce soit un CDI ou freelance, c'est notre propre état d'esprit qui influe sur notre attitude. Oui. Alors, pourquoi je fais le lien avec ce que je viens de dire? Parce que quand on a ce niveau de conscience nécessaire, on a plus facilement la conscience, la présence d'esprit et la liberté de pensée nécessaire pour ne pas faire de différence entre le CDI, freelance, le CDD et quel que soit le contrat qui nous lie à notre client ou employeur.
Mais quand on l'a pas, ça peut jouer. Et typiquement, un constat que j'ai fait et qui a fait aussi l'objet de beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, c'est que on peut avoir un niveau de conscience très élevé sur un domaine et beaucoup moins élevé sur un autre domaine. Donc quelqu'un qui est très bon, qui a un niveau de conscience peut-être général sur la vie, sur ses émotions, sur la gestion de voilà, enfin plein de trucs. Il s'en sort très bien, mais dès qu'il arrive dans une relation amoureuse, par exemple, hein, bah, d'un seul coup, il redevient gamin. Ou dès qu'il arrive dans une relation qui a un rapport d'autorité, il redevient gamin. Et du coup, en fait, ça lui manque il lui manque du recul, de la hauteur par rapport à son propre fonctionnement pour avoir ce niveau de conscience et cette liberté d'être nécessaire. Et c'est là où il y a le plus besoin de cadrer, d'instaurer des règles, d'instaurer des process, etc. Enfin, mon côté, je ne sais pas si c'est visionnaire, mais en tout cas optimiste, ça c'est sûr. Et puis très, enfin, je ne sais pas quel terme choisir, peu importe finalement. Je pense que ce qui est le dénominateur commun de tout progrès global en tant que société, etc., c'est le fait qu'on monte en niveau de conscience, justement. Et ça n'a rien de perché, hein, quand je parle de niveau de conscience, c'est juste quel est notre regard sur la vie, quoi, tout simplement. Et c'est vers ça enfin, moi, c'est vers ça que j'ai envie c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Quel que soit l'angle d'approche, finalement, après, que ce soit les particuliers, les entreprises, la crise, pas de crise, etc., c'est comment faire en sorte qu'on augmente le niveau de conscience général de nous tous et du coup qu'on ait moins besoin de chercher ce one size fits all, comme tu dis, Vanessa, parce qu'il y en a pas, ça n'existe pas. Donc, et en augmentant le niveau de conscience, on arrivera plus facilement à accorder à chaque personne sa manière de fonctionner, ses besoins particuliers, ses besoins fondamentaux, etc., etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, Vanessa, les autres? Je serais d'avis de croire que le modèle de gouvernance participative n'est pas forcément la panacée, ne correspond pas à toutes les organisations. Pourquoi? Pour au moins deux raisons. Je pense d'une part que le degré de maturité, c'est en écho à ce que tu viens de dire, il est important que les collaborateurs aient un niveau de maturité en capacité d'accueillir ce niveau donc de responsabilité, parce que qui dit gouvernance participative dit confiance. On fait un peu un pari de la confiance. Il y a un peu un pari de la confiance en l'autre, en disant bah, tu seras responsable de mettre en œuvre et surtout d'atteindre tels objectifs. Je suis peut-être dans le contrôle du résultat, mais pas dans le contrôle de moyens. Donc on est quelque part, il y a une obligation enfin de délégation et surtout de faire confiance à la personne pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc ça sous-tend que le collaborateur soit pleinement responsable, autonome, indépendant. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et deuxièmement, les gouvernances participatives correspondent en général bien à des projets dont l'objet social est très tourné vers le collectif, où il y a, je dirais, un lien avec l'intérêt collectif. Et d'ailleurs, c'est pour une bonne raison que ces formes de gouvernance se retrouvent beaucoup dans le secteur de l'ESS. Donc voilà, je pense qu'il faut être mesuré aussi dans nos propos et ne pas faire, je dirais, l'apologie de tel modèle versus un autre, et parce que chaque situation est différente. Et peut-être un deuxième point sur comment chacun peut quelque part considérer le travail comme une source d'épanouissement et rompre avec la définition première du travail. Vous le savez, le travail vient du latin qui veut dire tripalium et qui veut dire instrument de torture. Donc on ne veut plus que le travail soit un instrument de torture, mais au contraire un vecteur d'accomplissement personnel. Et je crois que l'entreprise, on va dire, évoluera à la hauteur de la pression que donc exerceront ses salariés
dans un dialogue entre adultes, parce que je crois beaucoup en fait que l'entreprise n'est pas cette structure paternaliste qui tient la main du salarié, qui lui verse un salaire, quelle que soit la qualité du travail. C'est ça que j'ai appris en tant qu'indépendante, c'est que quand on est indépendant, on a quelque part un devoir d'exigence avec soi parce que c'est quelque part on ne vit que par le fruit de son travail. Alors que l'entreprise, elle est quand même très rassurante, elle est très, ce que j'appelle paternaliste, elle est protectrice. Et je pense que si on fait un pas en avant, on peut, à des niveaux, une fois encore, de responsabilisation et de maturité, que ce soit au niveau de l'employeur ou du salarié, donc un rapport, on va dire, un rapport d'interaction à égalité et non plus un rapport de force, on peut faire évoluer les choses. Je pense que là, il y a une voie de progression pour les entreprises et les collaborateurs. Oui, et d'ailleurs, merci d'avoir évoqué cette notion de rapport au travail, puisque je ne sais pas en fait dans les autres langues quelle est l'étymologie des mots qui veulent dire travail. Work en anglais, toutes les langues latines, voilà, c'est trabajo, c'est en italien, je sais pas trop d'ailleurs, lavoro, je sais pas si c'est, mais bref. En tout cas, Arbeit en allemand. En allemand. Arbeit. Oui, en allemand, ouais, mais du coup, mais enfin, ouais, en fait, ce serait intéressant de rechercher d'où vient ce mot dans chaque langue. Mais en fait, ce qui me tient vraiment à cœur, parce que je suis complètement en ligne avec ce que tu dis, Vanessa, sur le fait que moi aussi, quand je suis devenue indépendante, j'ai vu mon salaire baisser, par exemple. J'ai compris que plus personne ne va me filer des sous à la fin du mois si je ne travaille pas. Et finalement, ce qui m'a un petit peu... Alors, je vais dire ça avec énormément de pincettes, parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper touchy. Mais par exemple, pendant la crise juste avant là, les retraites, sans parler du bien ou du mal des fondements des exigences, etc. C'est pas ça du tout. Mais moi, il y a juste certains propos qui me choquaient en disant, quand quelqu'un dit, oui, mais c'est triste de voir travailler une personne de plus de 65 ans. En fait, pourquoi? Juste si on se penche sur cette phrase, pourquoi est-ce que c'est triste de voir travailler une personne de plus de 65 ans? Ça peut l'être si la personne déteste son travail, si elle est profondément malheureuse, si elle a bûché comme un âne toute sa vie et qu'elle n'a qu'une seule aspiration, c'est de se reposer et que sa retraite ne le lui permet pas, et que là, oui, bien sûr, ça peut être triste et je suis triste pour ces personnes-là. Mais mon beau-père qui a 72 ans, qui est hyper actif, il est passionné par son travail. Si on lui demandait d'arrêter demain, il voudrait pas. Il dirait, mais laissez-moi tranquille, c'est moi qui choisis. Je veux avoir la liberté de choisir quand est-ce que j'arrête. Alors, bien sûr, depuis 10 ans, petit à petit, il change sa manière de travailler. Lui aussi, il a été entrepreneur toute sa vie, donc il est en train de changer certaines choses, etc. Mais pour moi, là où on gagnerait en fait à changer notre rapport, notre façon de voir le travail, c'est par exemple quand il y a des personnes qui partent à la retraite à 60 et quelques années et qui d'un seul coup se lancent dans leur passion. Ils se lancent à faire plein de trucs qui d'un seul coup les passionnent, qu'ils adorent, etc. Et pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être appelé travail? Moi, quand j'écris un article, je considère que je travaille et à la fois, je considère que je travaille pas du tout parce que j'adore ça. Quand je fais une vidéo, quand je fais ce webinaire, pour moi, c'est pas du travail. Et pourtant, c'est considéré comme tel du point de vue de mon entreprise. Donc, voilà, je pense que c'est un point qui est hyper pertinent dans le contexte dans lequel on vit, parce que on aura forcément beaucoup moins de séparation. On l'a déjà beaucoup moins de séparation entre notre vie privée et notre vie publique en ce moment. Comme disait Aliénor Rouffet dans un webinaire qu'on a co-animé au début de cette semaine, dit non, je ne peux pas être schizophrène en fait.
une personnalité à la maison, une personnalité au travail. Bah ouais, mais là, en fait, on est obligé d'être la même. Puis dans une réunion, un gamin qui gueule, j'ai enfin réussi à faire caca, maman. Voilà quoi. Là, il y a beaucoup moins de séparation. Donc, comment est-ce que cette crise va finalement nous permettre de voir différemment notre cadre de travail, notre mentalité quand on est au travail. La distinction qu'on fait entre notre personnalité quand on est au bureau et notre personnalité quand on est à la maison, puisque pour certains, il y a un vrai gap énorme entre ces deux personnalités-là. Et ouais, je pense que c'est un des axes de réflexion qui pourrait être très bénéfique finalement pour la société si on pousse cette réflexion-là assez loin. En tout cas, ça me paraît très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions Alors, on n'est pas très nombreux ce midi. Mais si jamais. Bon, de toutes les manières, l'heure de fin est proche. Pas de... Ah, merci Séverine. Bon, bah du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose qu'on aille déjeuner pour ceux qui l'ont pas Bonne encore. idée. Et le replay, je le poste. C'était très dense, oui, c'est vrai, Élise, tout à fait, je suis bien d'accord. Donc, juste petit update pour ceux qui sont là sur les webinaires d'après. Donc, la semaine prochaine, il n'y en a que 2. Cette semaine, il y en a eu 4. Hein. C'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. La semaine prochaine, il n'y en a que 2. Il y en a un mardi à midi sur la contribution des neuroatypiques à la gestion de cette période et à la préparation de l'après. Donc, comment est-ce que... En gros, en fait, il y a plusieurs webinaires plus ou moins autour de ce sujet-là. Donc, c'est de nouveau Aliénor qui intervient avec moi. Jeudi midi, on revient ici avec Vanessa pour approfondir le sujet dont on parle maintenant, donc notamment repenser le sens, la motivation et l'engagement pour les salariés. Donc là, on va vraiment axer notre réflexion sur les salariés. La semaine d'après, il y a un webinaire que je co-anime avec Ludovic Milécan, qui est DRH et qui est neuroatypique lui aussi. Donc un DRH neuroatypique, donc ça va vraiment être chouette. Donc le mardi 14 avril sur comment mieux faire apprécier nos qualités neuroatypiques, notamment les qualités dont tout le monde dit qu'elles sont géniales, mais quand on en fait preuve, bah, on est un peu critiqué, comme la rigueur, la vitesse de travail, la disruption, l'innovation, la qualité, le rendu, la rigueur, enfin la rigueur j'ai déjà dit, bref. Et ensuite il y a une série de webinaires que je vais co-animer avec une job coach et avec une personne qui s'occupe de personnes en situation de handicap en entreprise sur comment gérer le retour au travail après toute cette histoire-là. Donc il y en a 2, il y en a 3 en fait, des webinaires sur ce thème-là. J'ai pas les mêmes co-animateurs à chaque fois. Donc j'ai une job coach qui est spécialisée sur la neurodiversité. J'ai une personne qui bosse dans une grande entreprise qui s'occupe de l'accueil des personnes en situation de handicap et de neurodiversité. Et il y en a un troisième où j'ai pas encore de co-animateur. Donc voilà, je vais reposter le programme aujourd'hui ou lundi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je vais mettre le replay de ce midi et d'hier soir aussi, là tout à l'heure. Donc voilà, merci beaucoup, merci encore, bon appétit et à très vite et bon week-end. Merci Livia, merci à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Ouais, prenez soin de vous. Restez chez vous.